Dépêche-toi, viens t'asseoir. L'histoire va commencer. Ce soir, nous allons pousser l'horreur à un autre niveau. En effet, les deux histoires que nous allons évoquer ont la particularité d'être des histoires vraies. Ainsi, vous verrez que parfois la réalité se montre bien plus sordide que l'esprit le plus tordu de n'importe quel scénariste. Le meurtre de la famille Lawson. Il s'agit d'un fait divers qui s'est déroulé au début du siècle dernier. On n'a pas énormément d'infos sur la famille Lawson par manque d'archives. Fermier à tabac, il vivait à 200 km au nord-ouest de la capitale de l'État, Raleigh. En 1929, peu avant Noël, Charles Lawson, 43 ans, emmène Fanny, son épouse de 37 ans, et leurs 7 enfants, Marie, 17 ans, Arthur, 16 ans, Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 2 ans, et la petite Marie-Lou, 4 mois, en ville pour acheter de nouveaux vêtements et prendre un portrait de famille. Ce genre d'initiative était relativement rare pour une famille de la classe ouvrière de l'époque. Cela était extrêmement coûteux, et donc jusqu'alors réservé à une classe aisée. Ceci a d'ailleurs conduit à des spéculations selon lesquelles l'acte de Lawson était prémédité. 25 décembre. Arthur part acheter des cartouches de fusil pour chasser le lapin avec son père comme de tradition. Mais il était loin de se douter de ce qui allait se produire. Marie, 17 ans, se leva tôt ce matin du 29 décembre 1929. Elle avait prévu de faire plaisir à toute la famille qui serait réunie au déjeuner en ce jour de fête, en préparant un gâteau de Noël. Elle avançait tranquillement dans la préparation de ce gâteau, en cuisant 2 couches dans des moules séparés et en les glaçant pour les festivités familiales à la ferme. Les 2 filles, situées en termes d'âge au milieu de la fratrie, Carrie et Mabel, avaient pour projet d'aller rendre visite à leur tante et à leur oncle non loin de là. Elles quittèrent donc la maison, joyeuses, insouciantes. Mais derrière le séchoir à tabac de la propriété, leur père, Charles, les attendait, avec un fusil de chasse. L'homme de 43 ans a tiré sur ses 2 filles, les a matraquées pour les achever et a placé leur corps à l'intérieur de la grange. Dans l'après-midi du 25 décembre, Charles Lawson tire pour la première fois et abat ses filles, Carrie et Mabel, alors qu'elles se dirigeaient vers la maison de leur oncle et de leur tante. Il les a attendues près du séchoir à tabac, donc, jusqu'à ce qu'elles soient à sa portée, leur a tiré dessus avec un fusil de chasse de calibre 12, puis s'est assuré qu'elles étaient mortes en les rouant de coups avec le fusil. Il a ensuite placé les corps dans le séchoir à tabac. Charles est ensuite revenu à la maison et a tiré sur son épouse Fanny, qui était sous le porche. Dès que le coup de feu fut tiré, Marie, qui était à l'intérieur, s'est mise à hurler de toutes ses forces, terrorisée car, à 17 ans, elle avait pris la pleine mesure de ce qui était en train de se passer. Les 2 petits garçons, James et Raymond, ont tenté de trouver une cachette sur les conseils de leur sœur aînée. Charles a d'abord tiré sur la pauvre Marie, puis n'a pas eu à chercher bien longtemps. Les pauvres petits garçons, qu'il tua froidement au sein même de leur petite cachette, qu'il pensait être un refuge l'espace d'un instant. Enfin, dans l'élan de sa folie meurtrière, il prit la vie de la petite dernière, le bébé Marie-Lou, dont on pense qu'elle a été matraquée à mort. Après les meurtres, il s'est rendu dans les bois voisins, où après plusieurs heures face à l'horreur qu'il venait de commettre, il s'est tiré une balle dans la tête. Le seul survivant était le fils aîné, Arthur, de 16 ans, qu'il avait envoyé faire une course, juste avant de commettre le crime. Les corps des membres de la famille ont été retrouvés, les bras croisés et des pierres sous la tête. Le coup de feu signalant le suicide de Lawson a été entendu par les nombreuses personnes qui avaient déjà appris les meurtres sur la propriété et qui s'y sont rassemblées. Un officier de police qui était avec Arthur a couru pour découvrir le corps de Lawson, ainsi que des lettres à ses parents. Alors que des empreintes de pas encerclaient l'arbre, on supposait qu'il avait fait les 100 pas autour de cet arbre, avant de mettre fin à ses jours. L'effroyable famille Bender. À la fin de l'année 1870, les Bender arrivèrent à Osage Township, dans le sud-est du Kansas.
Ils s'installèrent dans une résidence qui devint une auberge idéale pour les voyageurs épuisés de l'Osage Trail. Dans les mois qui suivirent, de nombreuses personnes se mirent à disparaître le long de cette route. À cette époque où les liaisons postales étaient assez peu fiables et les disparitions n'étaient pas remarquées directement. Ce n'est qu'avec le temps, lorsque les noms des disparus commencèrent à s'accumuler, que les soupçons apparurent. Dans les communautés voisines, les rumeurs et les spéculations allèrent bon train. Parmi les disparus se trouvait un médecin très connu, William York, qui avait disparu au mois de mars 1873 alors qu'il parcourait les 160 km de route qui séparaient Fort Scott d'Independence, au Kansas. Peu après sa disparition, la ville décida que toutes les fermes se trouvant dans cette zone devaient être fouillées. 3 jours plus tard, un fermier de la région aperçut le bétail des Bender en train d'errer, visiblement à la recherche de nourriture. Une enquête plus approfondie permit de découvrir que l'auberge avait été désertée et que tout ce qui s'y trouvait avait disparu. Une odeur abominable émanait du foyer des Bender en lui-même, et on découvrit plus tard qu'elle provenait d'une trappe dans le sol qui menait à une véritable mare de sang coagulé. L'excavation du verger derrière la demeure des Bender révéla une dizaine de corps, dont celui du docteur York. Il avait été passé à tabac et avait eu la gorge tranchée. 8 autres victimes avaient été tuées de la même manière. Seul le corps d'une petite fille de 18 mois faisait exception à la règle. Elle avait été enterrée vivante à côté du corps nu de son père. Des membres d'autres victimes furent également retrouvés dans la propriété. Mais avant de vous expliquer leur mode opératoire, faisons une petite présentation de cette charmante famille. John Bender Sr., qui se faisait appeler Pa, avait la soixantaine et parlait très peu anglais. Sa voix était si rauque qu'elle en était incompréhensible. Ma Bender, elle, avait 42 ans et était tellement désagréable que ses voisins l'avaient surnommée la diablesse. Peu avant leur fuite, ceux-ci découvrirent que Ma parlait couramment anglais. John Bender Jr. avait environ 25 ans. Il était beau avec ses cheveux auburn et sa moustache et parlait couramment anglais, mais avec un accent allemand. John aimait rire sans but, ce qui a conduit certaines personnes à le considérer comme un imbécile. Et enfin, Kate Bender, qui avait autour de 23 ans, était cultivée et séduisante, et elle parlait bien anglais avec très peu d'accent. Guérisseuse autoproclamée, elle distribuait des dépliants publicitaires sur ses pouvoirs surnaturels et sa capacité à guérir les maladies. Voici donc comment elle procédait. Le voyageur, fatigué et affamé, était accueilli par la fille de la famille, qui n'hésitait pas à jouer de ses charmes pour le mettre en confiance. On l'accueillait dans une pièce qui faisait office de salle à manger. Petite particularité de cette pièce, elle était séparée en deux par un drap tendu qui fendait toute la pièce. On s'assurait bien que le voyageur s'asseyait dos à ce drap. Et pour cause, derrière celui-ci était caché l'abominable John, prêt à bondir sur la pauvre victime, après que l'on se soit assuré, en discutant avec lui, que personne ne risquait de venir le chercher. D'abord, la victime recevait un coup sur la tête. Ensuite, elle était dépouillée de ses vêtements et de tous ses objets de valeur. Enfin, le malheureux voyageur était jeté dans la cave, où il était égorgé. Une histoire particulièrement sordide raconte que Kate et John Jr. n'étaient pas frères et sœurs, mais plutôt amants. Selon cette version de la légende des Bender, ce couple eut de nombreux enfants qui furent tous tués d'un coup de marteau. Ces meurtres permirent au couple d'acquérir une certaine expérience en la matière pour les voyageurs d'Osage Trail. Mais notre pauvre Dr. York n'était pas un simple voyageur. Il était justement parti à la recherche d'amis qui avaient disparu sur cette route, sans se douter que le même sort l'attendait. Mais cette fois, les Bender avaient mal choisi leur victime. Le Dr. York avait 2 frères, le colonel Ed York et le sénateur Alexander York. Tous 2 étaient au courant de son voyage, et quand ils n'eurent plus de nouvelles de lui, ils partirent à sa recherche. Le colonel York, à la tête d'une équipe de 50 hommes, interrogea chaque voyageur le long de la route et visita toutes les fermes de la région. Le 28 mars 1873, le colonel York arriva à l'auberge des Bender accompagné d'un certain Johnson
expliquant à la famille que son frère avait disparu et leur demandant s'ils l'avaient vu. Ils admirent que le docteur York avait logé chez eux et suggérèrent la possibilité qu'il avait eu des ennuis avec des Amérindiens après son départ. Le colonel York accepta l'explication et resta pour le dîner. Le 3 avril, le colonel York retourna à l'auberge avec des hommes armés après avoir été informé qu'une femme avait fui l'auberge après avoir été menacée avec un couteau par Ma Bender. Voici donc ce qui a mis fin aux atrocités de cette fausse famille. Une chasse à l'homme à travers tout le pays est lancée. Une récompense de $2000, une somme considérable à l'époque, est offerte à quiconque permettrait l'arrestation des tueurs en série. Au total, 12 hommes sont interpellés, soupçonnés d'avoir été impliqués dans le recel des biens des victimes des Bender. Le chariot de la famille est quant à lui retrouvé abandonné, les chevaux agonisants, morts de faim. On pense alors que les 4 meurtriers sont parvenus à fuir jusqu'au Texas, puis au Nouveau-Mexique. Ils seraient également passés par le Missouri ou encore l'Idaho. Certains pensent que les Bender ont été tués par des justiciers, d'autres qu'ils ont réussi avec succès à échapper à la justice jusqu'à leur mort. On raconte également que le crâne de John Senior aurait été exposé dans un saloon de Salmon dans l'Idaho jusqu'à la Prohibition. Alors que les histoires abondent à leur sujet, la réalité, c'est que le destin des meurtriers Bender est incertain. On dit qu'ils se sont échappés ou qu'ils ont été exécutés par vengeance. Leur histoire est en fait non résolue et reste l'un des grands mystères de l'Ouest, peut-on lire sur un panneau érigé près de ces terres. Il est le dernier signe visible de cette sordide affaire. La petite maison en bois des Bender a été détruite il y a bien longtemps, et personne ne connaît exactement l'endroit précis où les crimes ont eu lieu. Aujourd'hui, l'immense terrain est en vente, mais on le dit hanté par les âmes torturées des nombreuses victimes de la famille Bender. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter